Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, on se replonge dans l'année qui se termine, on tire le bilan de 2024 avant de poser les pieds en 2025. Alors 2024, c'est des conflits qui s'enveniment à travers le monde, une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe, des droits importants comme l'accès à l'avortement qui peinent à évoluer, voire qui régressent, des droits sociaux qui sont menacés, mais on peut se réjouir aussi, en Wallonie et à Bruxelles, il n'y a aucun élu d'extrême droite. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît van der Merchen, secrétaire général du Centre d'Action Laïque. Bonsoir. Bonsoir. Et Sylvie Losberg, directrice de la cellule études et stratégie du CAL. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc je le disais, Benoît van der Merchen, cette année 2024, c'était une année qui a été marquée notamment par les élections, une année électorale avec des élections à tous les niveaux de pouvoir en Belgique. Et avec aussi à tous les niveaux de pouvoir en Flandre, en tout cas, une percée encore plus importante de l'extrême droite. C'est vraiment un des points noirs de cette année pour vous ? Oui, évidemment. Les résultats des élections, vous l'avez indiqué en préambule, n'ont pas donné du côté francophone le moindre élu à Bruxelles ou en Wallonie qui soit d'un parti d'extrême droite. On peut s'en réjouir. On ne doit pas être aveugle aussi au monde dans lequel on se trouve, à nos voisins européens et l'évolution, et effectivement à ce qui se déroule dans la partie nord de notre petit pays, avec des éléments qui, quelque part, sont inquiétants. À un niveau local, on a quand même plusieurs communes en Flandre où il y a eu une rupture du cordon sanitaire. Ce qui est donc un premier signe vers une respectabilité de ces structures d'extrême droite. Mais il y a encore pire, il y a évidemment ce qui a pu se dérouler avec la désignation de la commission de Mme van der Leyen. Alors je sais ce qu'on pourra dire, qu'il y avait déjà des représentants qu'on pouvait critiquer de pays d'Europe de l'Est dans la précédente commission. Ici quand même si Mme van der Leyen doit gérer ceux qui lui sont présentés par les gouvernements de chacun des États membres, et donc forcément Meloni allait lui envoyer quelqu'un de Fratelli d'Italia, elle fait quand même le choix de lui donner des compétences importantes comme celle de la cohésion et de lui donner un poste éminent comme celui de vice-président. Oui, donc je rappelle juste qu'effectivement au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, donc c'est Raffaele Fitto, donc issu du parti néofasciste Fratelli d'Italia, qui est donc nommé vice-président de la Commission européenne. Et donc quand on sait que l'immense majorité de notre droit positif est issue d'une réglementation européenne, il y a aussi à ce niveau-là une rupture du cordon sanitaire. Et si on doit aller un peu plus loin dans l'analyse, il faut quand même bien remarquer que ce qui était au départ, il y a quelques décennies, des groupuscules, passe maintenant d'un statut de groupuscule à celui de structure dominante. Il y a quand même plus de 200 députés au Parlement européen, c'est pas n'importe quoi. Et qu'il y a aussi des éléments qu'il faut être capable de décrypter. Sur les méthodes, certainement. Ils apparaissent maintenant comme respectables, même dans certains endroits, ce qui apparaît les cool, la hype, d'une certaine manière. L'utilisation de tout ce qui permet la simplification des idées, les réseaux sociaux à outrance, où on cherche plus uniquement la caisse de résonance que la cohérence. Et puis alors, ce qui est sans doute le plus inquiétant, et là on pourrait y revenir peut-être pour les solutions, c'est une banalisation à la fois des acteurs, mais aussi des idées. Et là, on se retrouve avec un déversoir qui est devenu un peu notre quotidien familier. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Oui, Sylvie Losberg, peut-être une réaction là-dessus aussi, peut-être sur cette banalisation aussi des idées, le fait que le discours d'extrême droite, petit à petit, se distille un peu partout dans la société, dans les autres partis, mais aussi dans la société de façon générale. Alors qu'on sait, par exemple, si on prend l'Italie, on sait que Meloni, qui est au pouvoir depuis 2022, prend des décisions qui vont à l'encontre des droits des femmes notamment, des droits sociaux. Donc voilà, une réaction peut-être par rapport à ça. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être prendre un peu de recul et se poser la question sur un plan plus macro. C'est clair qu'on est à la fin d'un cycle. C'est clair que les idées des droits humains qui se sont développées puis imposées après la Seconde Guerre mondiale sont remises en cause, qu'il y a une perméabilité à ce discours du « eux » et « nous ». Et aussi, je pense, toute une partie de la population qui estime que c'est son droit d'être droite dure ou extrême droite. Alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui
qui était quand même stigmatisé. Donc ce cordon sanitaire qui se ramollit, pour moi, c'est peut-être aussi l'occasion de se poser la question des conditions du débat. On voit aujourd'hui que le débat n'est plus possible, que le clivage s'est imposé à tous, hein. On est d'un côté ou de l'autre. La question de la nuance, de la complexité est évacuée. Et donc, je pense que ça vient aussi nous questionner sur pourquoi ça résonne en Belgique, un pays qui n'a pas une tradition d'extrême droite, hein, il faut le dire. Bien sûr, la Flandre a été plus marquée dans son histoire depuis le début du XXe siècle par cette tendance. Mais la Flandre, c'est grand, je veux dire, et ce n'est pas toute la Flandre, ce n'est pas tous les Flamands. Donc, je crois que là, on doit quand même se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que dans la façon dont nous avons défendu les idées, qu'est-ce qui fait que dans le monde, la solidarité, l'écoute, le respect sont devenus secondaires ? Je pense par rapport à des réflexes d'abord de défense, d'autoprotection, qui s'inscrivent dans la suite de cet individualisme qui s'est développé ces dernières décennies. Donc, pour ma part, c'est un peu l'historienne qui parle. Je crois que c'est vraiment quand on est dans le creux de la vague, quand on est dans le fond, qu'on doit préparer la suite, c'est-à-dire mettre en place des réseaux de résistance, d'abord sur le plan intellectuel, moral, pour pouvoir les déployer ensuite dans la réalité au quotidien et dans les stratégies qu'on pourrait mettre en place. Oui, Benoît van der Merchelen. Mais je pense aussi que nous avons, les temps sont rudes, ils nous obligent, et nous avons aussi un devoir d'optimisme. Donc, je parlais de contagion des idées, il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de discours qui abîment la démocratie, l'état de droit d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'attitude que l'on doit avoir, et on parlait de stratégie, dans un premier temps, c'est de rester sur les principes de l'état de droit et toujours dénoncer et expliquer. Quand on voit que dans un pays voisin, un éphémère au ministre de l'Intérieur peut dire que l'état de droit n'est pas sacré, là les bras m'en tombent tellement c'est ahurissant. Donc il faut dénoncer. Ensuite, il faut aussi, je pense, toujours aller à la rencontre des gens et il faut aller expliquer le pourquoi du comment d'un vote qui peut parfois être un vote simplement d'humeur, de colère ou autre. Il faut partir de l'idée que personne n'est un imbécile et qu'il y a toujours moyen de discuter avec tout le monde. Je pense d'ailleurs que dans une bonne part de l'électorat, à un moment donné, des extrêmes, il y a le sentiment d'une dévalorisation et que donc il faut prendre tout le monde pour quelqu'un de sensé et qui a moyen de discuter et il faut décrypter, comme on a eu l'occasion de le faire avec ce faux journal vraiment qu'on avait distribué en début d'année, où l'idée était justement de décrypter ce que propose l'extrême droite pour que chacun se rende compte en matière sociale, en matière d'égalité homme-femme, en matière de questions éthiques, en matière d'enseignement, ce que signifie un vote d'extrême droite. Je pense aussi qu'on doit faire tous attention, là où on est, à la manière dont le politique, de manière générale, est perçu. Et nous devons nous réhabiliter le politique. Il est courant de le vilipender, de critiquer ceux qui font de la politique aujourd'hui. C'est encore plus difficile qu'avant avec les réseaux sociaux, cette immédiateté de la société. Et moi, je pense qu'il faut saluer ceux qui s'engagent et qui essaient justement d'œuvrer au progrès collectif. Je pense que par rapport à l'extrême droite aussi, il ne faut pas hésiter à utiliser les armes que nous offre le droit. On peut dire parfois à certains moments que les actions judiciaires, on avait pour le sentiment que c'était plus symbolique qu'autre chose. On a quand même une condamnation de M. Dries Van Langenhove parce qu'il y a des recours qui ont été introduits, donc il faut le faire. Il faut y aller. Il faut aussi ne pas remettre en question ce qui fonctionne. Quand on parlait de cordon sanitaire du côté francophone, puisqu'on n'a pas d'élus, on peut peut-être y voir un lien de cause à effet. Je pense que là, il faut éviter que d'une façon ou d'une autre, ce qui fonctionne soit remis en cause. Et enfin, on est ici dans une émission sur le service public de la RTBF. Je pense qu'on a besoin de médias de qualité, on a besoin de personnes qui sont capables de décrypter pour le citoyen lambda, on a besoin d'émissions comme celle-ci, mais on a besoin de pouvoirs publics forts. Et donc là, je pense qu'il faudra être très vigilant, avec aussi un dernier élément qu'on peut mettre en évidence, à l'expérience pour la participation de l'extrême droite dans des municipalités en France, en Autriche. Ce que l'on voit aussi, c'est que très souvent, ils s'attaquent à la culture. Et là, je pense que c'est un axe qu'il faudra aussi vraiment fortifier. Les artistes, on les aime pas, c'est les briseurs de consensus mou, c'est ceux qui sont capables de repousser au plus loin les limites du licite, c'est ceux qui nous font réfléchir. Je pense que dans la société où on est aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin.
Alors, Sylvie Losberg, alors évidemment, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais est-ce que c'est, ne sachant pas ce qui nous attend demain, c'est aussi le moment de cadenasser certains droits, de fortifier certains droits? Alors, je pense par exemple au droit à l'avortement, où il y a des propositions de loi qui ont été déposées pour élargir ce droit, pour en tout cas donner un accès facilité à certaines femmes qui aujourd'hui doivent aller aux Pays-Bas, par exemple. Des propositions de loi qui ne sont pas passées. C'est une occasion ratée pour vous? Oui, mais c'est une occasion ratée qui s'inscrit dans une longue liste d'occasions ratées. Il faut quand même, et je le dis souvent, même si je pense que c'est peut-être pas entendu dans sa juste mesure, la Belgique n'est pas un pays exemplaire sur le plan des droits des femmes. La question de l'avortement, qui est évidemment un droit indicateur à la fois du degré de démocratie du pays, mais de la place des femmes dans la société, n'a jamais été une priorité, sauf quand il a fallu s'en servir pour empêcher la formation d'un gouvernement. Donc au fond, ce sont des droits à revers. Et on n'obtient jamais ce qui est demandé. C'est-à-dire que c'est toujours des négociations avec on va vous donner 6 mois, vous enlevez ça. Et donc on voit bien que cette question de l'avortement, qui pourtant dans le monde fait sens, et on voit bien que la pression des groupes religieux, toute tendance confondue, alliée à l'extrême droite, a un impact direct sur la vie de la moitié de la population. Voilà. En Belgique, cette mesure n'est pas prise. Aucun parti n'en fait un enjeu de gouvernement pour le faire voter. On en fait un enjeu de gouvernement pour ne pas le voter. Et ça, je pense que c'est quand même très important, parce que ça peut aussi, quand Benoît parlait de confiance dans le politique, mettre en évidence le fait que cette culture de la négociation, de la coalition, ce qu'on appelle la culture du compromis, a ses limites. Et que sur un enjeu comme celui-là, on voit bien que le message qu'on envoie à la population est un message flou, mou et même arbitraire. Donc ça ne bougera pas. Clairement, quand on entend aujourd'hui au Parlement belge la représentante du CDNV dire que l'objectif c'est 0 avortement en Belgique, on croit qu'on est dans une dystopie délirante. Voilà. Et le pape qui vient dire que les médecins sont des tueurs à gages, c'est non seulement quelque chose de tout à fait hors sol, mais c'est très dangereux, bien sûr. Aux États-Unis, il y a des médecins qui ont été tués parce qu'ils faisaient des avortements. Donc dire que ce sont des tueurs à gages, qu'est-ce qu'on fait avec des tueurs à gages? Ou on les élimine, ou on les met en prison. Donc, et ça passe. Bien que je suis quand même surprise de la réaction du monde catholique belge. Je ne parle pas des évêques, je parle des croyants de base, qui ne se retrouvent pas du tout dans ce discours. Et là, je crois qu'on a un rôle à jouer pour soutenir finalement justement la question des droits fondamentaux, quelle que soit l'appartenance religieuse ou les croyances. Je crois que là, il y a un vrai terreau sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer, mais que les politiques n'entendent pas, en tout cas pas jusqu'à présent. Oui, c'est vrai que Benoît van der Merchen, ces propos du pape, ils ont marqué. C'est vrai que la visite du pape, le Centre d'action laïque, s'était offusqué de l'honneur qu'on donnait au pape, du fait qu'il avait été accueilli au palais pour un discours à la nation, de ce mélange des genres problématiques. Évidemment, le discours qu'il a tenu, que ce soit envers les droits des femmes de façon générale à l'université catholique de Louvain, ou les propos qu'il a tenus sur l'IVG, sont particulièrement offensants, dramatiques, je ne sais pas très bien quel terme utiliser. Insultant. À cet égard, il faut voir quand même là où il y a des réactions par rapport à ce type de discours. Vous évoquez l'Université catholique de Louvain. Je trouve pour ma part que la réaction de la nouvelle rectrice de l'Université catholique de Louvain, Madame Françoise Smets, a été impeccable. Et vraiment, on sent bien justement qu'il n'y a pas... il y a moyen de trouver de la réflexion, des alliances sur les valeurs qui doivent nous animer, sur la défense des droits humains fondamentaux, partout. Et c'est ça qu'on doit peut-être aussi essayer de cultiver pour faire avancer des dossiers, mais avec une logique qui est celle aussi de ne rien laisser passer. Je parlais d'insultes pour des propos du pape, parce qu'effectivement, si un médecin qui pratique une IVG est un tueur à gages, ça veut dire que l'IVG d'abord est un meurtre, et ensuite que la personne qui a procédé à ce meurtre doit être punie.
Plusieurs médecins se sont sentis, et je les comprends très très bien, insultés, mis en cause. Et quand on sait effectivement, Sylvie l'a relevé, que dans les difficultés d'accès à l'IVG dans le monde, il y a la difficulté de trouver des médecins qui veulent bien pratiquer des IVG, et si c'est risqué parce que ils peuvent être poursuivis ou parce que ils seraient soumis à une vindicte populaire, à des pressions. Les pressions sur l'IVG, les obstacles, ça commence aussi par un discours. Et donc il ne faut pas laisser passer ce discours. On va passer peut-être à un autre sujet qui a animé le Centre d'action laïque cette année, c'est la campagne d'éducation permanente, donc lequel sensibilise la population à toute une série de thématiques. Et chaque année, il y a une campagne, il y a un sujet qui est mis un peu plus en avant. Cette année, la campagne avait pour titre « Solde insuffisant, le choix de qui ?», lequel voulait rappeler que 2 millions de Belges aujourd'hui courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, et que c'était aussi son rôle, peut-être Sylvie Losberg, le rôle en tant qu'humaniste, en tant que laïque, de défendre ses droits sociaux. On a parlé des droits fondamentaux, de défendre le droit de chacun de vivre aussi dans la dignité et pas dans la pauvreté. Oui, donc je reviens à ce que je disais par rapport à l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a mis en place la sécurité sociale et la culture de la solidarité. C'est un de nos 3 principes fondamentaux, la solidarité. Et c'est bien ça que l'extrême droite rejette. Voilà, c'est les eux et nous, l'un contre l'autre. Et nous, c'est un pour tous, tous pour un, je voudrais dire, par exemple. Et donc là, on a un travail de sensibilisation à faire parce que, bien sûr, on le voit, il y a une paupérisation, une précarisation, particulièrement des femmes en famille monoparentale, mais pas seulement. Nous avons des travailleurs qui n'arrivent pas à payer un loyer en Belgique. Et nous avons aussi des travailleurs sociaux qui sont sous pression permanente, avec des injonctions qui sont parfois contradictoires, avec un État fédéral qui se reporte de plus en plus sur les pouvoirs locaux, en refusant finalement cette contribution de solidarité, en remettant en cause ce système. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire à l'égard des plus aisés. Et on le voit par exemple dans des pays comme les États-Unis, où vous avez des très grosses fortunes, où ils sont d'accord de contribuer, mais ils ne peuvent pas contribuer. En Belgique, je pense qu'on doit faire un travail comme ça aussi. On devrait pouvoir mettre autour de la table des grosses fortunes, des gens qui ont les moyens, et leur demander comment est-ce que vous pouvez aider à soutenir le modèle tel qu'il est, parce qu'au fond, on n'est jamais à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un basculement dans sa vie. Et quand c'est les autres, mais quand ça arrive à soi, évidemment, on est un peu le dernier de la chaîne. Donc je crois que la réflexion sur solde insuffisant, elle touche vraiment tout le monde, et le sentiment de fragilité, le sentiment d'être en fait en danger, de perdre ce petit confort qu'on a eu pendant des décennies, ce qui est exceptionnel, quand même, il faut le dire, dans l'histoire de l'humanité, et qui va de pair avec la paix. Voilà. En fait, on voit, il y a fragilisation de la solidarité, avancée des discours clivants d'extrême droite, et donc tout ça dans un contexte de guerre, donc c'est très 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 inflammable. Raison de plus d'investir dans ce discours qui est peut-être difficilement entendable aujourd'hui, qui est celui d'une solidarité généralisée où chacun doit donner et participer. Pas seulement pour les autres, mais peut-être un jour pour lui-même aussi. Ouais. Avec l'importance de soutenir la sécurité sociale, plus que jamais peut-être. Je pense que le titre solde insuffisant, le choix de qui, c'est l'idée que quelque part on est dans une société où on nous vend toujours maintenant pas tout à fait à tort, la responsabilité individuelle. Il ne faudra pas que ça nous amène à une irresponsabilité collective. Et donc Sylvie a eu raison d'insister sur le rôle du service public, la défense de la sécurité sociale, qui est quand même un modèle qui fait toute notre fierté ici, mais également ailleurs, puisque nous sommes une Europe attractive pour beaucoup de migrations. Je pense qu'on ne se rend pas réellement toujours totalement compte de la situation dans laquelle on se trouve. L'appui que l'on peut donner aux uns et aux autres en situation de détresse devient tellement conditionné aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation, et vous avez déjà eu l'occasion de faire des émissions là-dessus, de non-recours. Des personnes se disent « c'est trop compliqué, c'est pas accessible, je vais m'y perdre », et donc refusent même le bénéfice de droits auxquels ils pourraient
prétendre. On nous parle du travail comme d'une valeur refuge et que forcément tout va aller mieux. Non, il y a aujourd'hui des travailleurs pauvres. L'expression, elle est là maintenant. Hein. Ce sont donc des personnes qui, malgré qu'ils aient un emploi, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins ou à ceux de la famille et qui glissent dans une situation de précarité. Et le risque, évidemment, c'est que à partir du moment où on se sent déstabilisé, ce basculement, on se dit que pour préserver ses droits, on est peut-être prêt à sacrifier ceux d'une autre catégorie de la population. Et là, il y a un enjeu qui va certainement nous mobiliser au niveau européen, mais aussi belgo-belge, c'est l'enjeu migratoire. Et évidemment, et pour refaire le lien avec le premier thème de l'extrême droite, la grande force de l'extrême droite, c'est d'arriver à avoir un thème unique, celui de l'envahisseur, celui de l'immigration, qui met en jonction avec tout plein d'autres thématiques, de manière à ce qu'il soit toujours transversal à tout. Or, ici, au Centre d'Action Laïque, nous avons vraiment l'idée que tout ce qui est mis en place comme surenchère sécuritaire, outre que c'est un aveu de faiblesse démocratique, ne sera jamais à la hauteur des défis qui arrivent en termes de migration. Et donc le premier est évidemment, au-delà de ce monde instable, des guerres et tout ce que l'on sait, évidemment les migrations climatiques qui vont arriver. Et donc c'est pas en se claquemurant derrière des murs, des murailles, des barbelés ou que sais-je, qu'on a une réponse à la hauteur de la situation. Et si on parle de solidarité, nous pensons qu'il faut arriver vers mettre en débat une véritable liberté de circulation pour tout être humain, à échelonner, à voir comment on y arrive progressivement, mais il faut changer de paradigme parce que pour l'instant, c'est vraiment pas à la hauteur de la société dont on rêve. Alors, on a beaucoup parlé de 2024 et évidemment, tous les dossiers dont on a parlé, le Centre d'Action Laïque va continuer à les porter en 2025 et va en ajouter d'autres parce qu'il y a 2 événements, on va dire, qui vont marquer l'année 2025 pour lequel c'est la campagne d'éducation permanente qui sera celle du CAL en 2025, à savoir La planète brûle, nos droits aussi. Et le deuxième événement, ça va être la convention laïque qui aura lieu au mois de novembre. Alors, sur cette campagne d'éducation permanente, La planète brûle, nos droits aussi, il y a un focus qui va être mis sur 3 thématiques et j'ai envie de vous faire réagir sur l'une des 3, Sylvie Losberg. Alors ces 3 thématiques, c'est la justice sociale, l'importance du discours scientifique et la gouvernance démocratique de la transition écologique. Et celui sur lequel j'ai envie de vous faire réagir, Sylvie, c'est l'importance du discours scientifique. Cette année, pendant nos échanges pour des préparations d'émissions, etc., vous m'avez donné une citation de l'historien américain Timothy Schneider, issue de son livre « De la tyrannie », une citation que j'aime garder en tête. Je vais la dire ici, je vous fais réagir. « Abandonner les faits, c'est abandonner la liberté. Si rien n'est vrai, nul ne peut critiquer le pouvoir, faute de base pour le faire. Si rien n'est vrai, tout est spectacle. Le portefeuille le mieux garni paye les lumières les plus aveuglantes. » Alors, pourquoi est-ce que cette citation, elle vous a marqué? Et du coup, elle m'a marqué aussi. Mais si on prend la fin de la citation, on voit bien à quoi ça fait référence aujourd'hui. Hein. Des réseaux comme X Twitter avec des manias délirants à leur tête, hein, Elon Musk pour ne pas le citer, font le lit évidemment d'une autre réalité, une réalité parallèle qui est virtuelle, mais qui permet à certaines personnes de s'y reconnaître au-delà des faits. Hein. Et donc, les faits, c'est quand même ce qui a permis de mettre à sa juste place la croyance, notamment les croyances religieuses, qui cadenassent les places dans la société, qui adoube une hiérarchie pyramidale avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont droit, ceux qui n'ont pas droit. Et donc c'est évidemment tout ce que nous combattons. On le voit, pour revenir sur la question des faits et de l'importance de la raison face à la croyance et de la science face au fantasme, parce qu'il faut bien dire que c'est de ça qu'il s'agit, on n'est pas prémunis contre ça en Belgique, même si nous sommes de culture française et que donc évidemment on baigne dans une rationalité que nous espérons toujours présente dans l'éducation. Il faut faire très attention parce que déjà dans l'éducation on voit qu'à l'école les faits sont contestés, hein, le darwinisme par exemple, pour prendre un exemple très connu, mais ce n'est pas qu'au niveau scolaire. Il y a je vais revenir au dossier IVG par exemple, hein, dire on veut 0 avortement, c'est un fantasme. Parler de femmes qui avortent pour des raisons
frivole, c'est un fantasme qui se rattache à des stéréotypes, à une société dans laquelle finalement on oblige les gens à se reconnaître dans le miroir qu'on leur tend. Et en fait, ce miroir, il est biaisé. C'est un miroir comme dans le Palais des Glaces, il est déformé. On ne permet pas aux personnes finalement de faire le chemin vers leur propre choix, détermination. Et comment est-ce qu'on le fait, celui-là? C'est justement, comme disait Benoît, en faisant tomber les murs, en se posant des questions sur soi-même, des questions sur le monde, en sortant d'une certitude et d'une croyance. Et donc les faits, clairement, cette citation nous en dit beaucoup sur les effets pervers de ce retour du religieux, ce retour, je dirais, pour moi, c'est du délire, parce que le délire, c'est une réalité parallèle dans laquelle on peut vivre pour échapper, finalement, aux obstacles, aux entraves, aux difficultés de la vie. Alors, dans le cas de la folie, c'est une bonne chose, parce que ça permet aux gens de survivre et peut-être d'être pris en charge, mais dans le cas d'une société, c'est très dangereux, parce qu'on le voit aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont des délirants. Trump est un délirant, parce que ce qu'il dit se base uniquement sur ce qu'il pense, entre guillemets. Je ne sais pas très bien comment il pense, mais en tout cas, ça fait sens pour tout le monde. C'est quand même le pays le plus puissant de la planète. Poutine en face, c'est aussi un délirant. Il nie les faits. Et donc on voit que ça vient d'en haut. On pourrait croire que c'est un mouvement de base, mais en fait ça vient d'en haut et ça vient des plus puissants qui ont l'argent et qui donc, comme l'indique notre monsieur Schneider, c'est eux qui tiennent les rênes. Donc comment faire face à ça? C'est notre rôle, nous, au Centre d'action laïque, bien sûr, de revenir à un libre examen, de mettre les faits sur la table et de donner à chacun la possibilité de s'en saisir pour essayer de s'autonomiser et de sortir de ce qui est en train de nous tomber sur la tête et qui est très dangereux, bien sûr. Oui. Et peut-être pour terminer, Benoît van der Merchon, la convention laïque qui a lieu tous les 3 ans et qui aura donc lieu en novembre 2025, ce sera peut-être l'occasion aussi de réaffirmer aussi certains principes de base de la laïcité, du Centre d'action laïque. Ce sera l'occasion de réaffirmer justement ce principe du libre examen, cette importance du libre examen pour lequel notamment. Ce sera l'occasion de beaucoup de choses. D'abord, tous les 3 ans, comme grand mouvement, nous retrouver tous ensemble, avoir l'occasion d'échanger, de discuter et de tracer les balises de notre action pour les années à venir. C'est d'abord un moment de plaisir, mais c'est aussi un moment de sens et c'est un vrai beau moment collectif parce qu'on tient à cette idée d'y aller tous ensemble et de réfléchir ensemble, de mettre en action ensemble et d'évaluer en plus tout ce qui a été fait. Et ici, c'est l'idée un peu on peut revenir au point de départ que développait Sylvie, cette logique du eux et du nous. Et nous, c'est exactement ce dont on ne veut pas. La logique d'opposition un peu stérile. Ce qui nous anime, nous, c'est cette capacité de l'être humain à être maître de son destin, ce qui est peut-être un peu subversif pour certains, mais qui pour nous est le fondement de ce que l'on souhaite. Et je crois aujourd'hui que tous les fossés qu'on a dans notre société, c'est pas spécialement entre intégristes religieux d'un côté ou laïcards intégristes de l'autre côté. C'est entre ceux qui acceptent de penser l'avenir et demain pour et par eux-mêmes, et ceux qui veulent peut-être des stagnations, voire des retours en arrière. Et là, aujourd'hui, effectivement, il s'agit d'être conscient du monde dans lequel on se trouve. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benoît van der Merchon, merci Sylvie Losberg. Malgré les choses peut-être pas toujours réjouissantes qu'on a évoquées aujourd'hui, on va vous souhaiter à toutes et tous une excellente fin d'année et une excellente année 2025, qu'elle puisse se battre quand même porteuse d'espoir. On a vu qu'il y avait quand même des perspectives de résistance dans tout ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup et une belle soirée à tous.